À tous et à toutes à cette conférence participative qui est organisée dans le cadre des journées drogue, genre et ville par le laboratoire Passage, le centre Émile Durkheim et le projet Drusec et le projet Gonacci. Alors, cette conférence participative, elle clôture la deuxième journée intitulée Les genres des politiques urbaines de la drogue qui s'est déroulée aujourd'hui aussi en visioconférence. Donc, ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Anne Coppel pour discuter avec nous. Donc, merci Anne d'être là. Donc, Anne, c'est une sociologue spécialisée dans la politique des drogues et de lutte contre le sida. Alors, Anne, n'hésitez pas à me couper si jamais je dis des bêtises sur vous, mais je vais essayer de faire le mieux possible. Donc, dans son parcours, Anne, elle passe aisément de la recherche à l'action. Elle est à l'origine de un certain nombre de projets expérimentaux en termes de santé communautaire, notamment sur l'usage de drogue, sur la prostitution avec le projet Le Bus des femmes à Paris, et ainsi qu'avec des femmes vivant en squat et des usagers de la santé mentale. Elle a également présidé l'association Limiter la casse, puis elle a fondé l'association française de réduction des risques. C'est aussi une grande militante féministe et elle a contribué à la création de l'association Femmes Publiques. Donc, parmi ses ouvrages, pour ne citer que, on retrouve Changement dans les politiques de la drogue, Un dragon domestique. Elle a également fait un travail très important et qui a beaucoup servi aux professionnels sur la méthadone, dans méthadone et traitement de substitution. Et le plus récent, il me semble, c'est Drogue, sortir de l'impasse. Merci de m'avoir invitée, merci que je puisse parler et échanger avec vous. C'est très riche pour moi. Voilà. Alors, je voudrais juste faire dire quelque chose parce que en repassant le diaporama, je me suis dit que oublier de la réduction des risques, un titre que vous m'aviez proposé qui m'avait semblé très bien. Je vais dire, c'est un petit peu, enfin, ça risque d'être mal interprété parce qu'elles ne sont pas oubliées de la réduction des risques. Elles sont apparues, elles sont devenues visibles avec la réduction des risques. Et dans la réduction des risques, on a quand même réussi à faire des petites choses, même si c'est très modeste. Alors que dans le système de soins, elles étaient absolument ignorées. Donc, voilà, elles sont oubliées de l'offre de santé pour les usagers de drogue, je vais le dire comme ça. Mais bon, la réduction des risques a ramé et avec un déficit de réponse, c'est vrai, mais enfin, elle a fait quand même mieux qu'avant. Voilà. Bon, on va passer à la suivante. Donc, la suivante, c'est le plan. D'ailleurs, bon, comment dire, j'ai mis en titre usagers de drogue et genre le déni français parce qu'il n'y a pas que les femmes. Hein. Face au sida, les femmes ont émergé, effectivement, mais les identités de genre ont émergé, avec la prostitution d'ailleurs en particulier, avec les trans. Enfin, d'abord, il faut d'abord commencer par les homosexuels et les drogues. Ils ont une longue histoire, ça commence même dans les années 30, donc c'est très ancien. Ça a été passé sous silence. Bon, maintenant, ça commence à être exploré un peu plus systématiquement. Enfin, de toute façon, les études et les actions, elles sont subventionnées à partir du moment où c'est des catégories de population qui posent des problèmes. C'est le slam, là, ça a fait peur. Donc, on s'est mis à étudier. Bon, il y a eu des enquêtes avant hein, sur les relations entre enfin, les fonctions, finalement, qu'est-ce qui se passe du côté des drogues et de la construction du genre. Bon, donc, je ne vais pas commenter tout ce plan, je vais faire ça au fur et à mesure, donc on va passer à la suivante. Voilà. Alors, 1985, ça a été la grosse surprise. Tout d'un coup, on a vu dans les maternités des usagères de drogue qui auparavant étaient absolument invisibles, mais ça a fait émerger des femmes séropositives dont on ignorait l'existence. Alors, ça a été un bouleversement absolument radical des représentations et je dirais que ça a joué un rôle déterminant dans l'histoire de la réduction des risques parce que le professeur Henrion, qui était responsable de la maternité de Port-Royal, il a été bouleversé par ces femmes. C'était quelqu'un qui s'opposait à l'avortement.
Et alors, est-ce qu'il fallait que les femmes soient avortées? Qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à elles? Normalement, quand il y avait une toxicomane qui était identifiée dans les services, c'est-à-dire une femme qui ne contrôlait plus du tout sa consommation, elle n'arrivait pas à rester invisible. Et donc, on faisait venir l'assistante sociale et puis voir si l'enfant n'était pas en danger. Et en général, les enfants étaient placés. Une des raisons pour lesquelles les femmes restent invisibles, d'ailleurs. Hein. Donc, ça a vraiment bouleversé les représentations. C'est-à-dire, traditionnellement, enfin, disons que dans les années 80, on va dire, avec l'héroïne, le toxicomane, c'est un homme. Et c'est un homme sans attache, sans corps, sans pathologie. On ne s'occupe pas des pathologies, on s'occupe que de la désintoxication et sans sexualité. Je me souviens de discussions dans les années 89-90 sur les intervenants en toxicomanie qui expliquaient que ce n'est pas la peine de donner des préservatifs parce qu'ils les toxicomanes n'ont pas de sexualité. Bon, évidemment, quand on compare, ça c'est la vision vue du côté sanitaire. Hein. Ça correspond à une expérience clinique, je ne le nie pas, mais enfin bon, à côté de ça, moi je dois dire, moi j'ai quand même fait partie du mouvement culturel sex, drug and rock'n'roll, et puis moi j'avais pas du tout du tout la même expérience que les soignants. Mais bon, c'est je pense un des gros problèmes, c'est-à-dire d'avoir conscience que dans les services, on accueille des gens qui sont à la dérive. Et ça, alors avec les traitements de substitution, c'est un peu différent parce que ça a permis d'accueillir une population d'usagers et d'usagères de drogue qui n'étaient pas forcément complètement à la dérive. Mais bon, voilà, ça donne donc une certaine vision du problème. Et c'est un des obstacles d'ailleurs dans l'offre de services. La réduction des risques, elle a été inventée face au sida. Enfin, laissons de côté les Pays-Bas parce que c'est eux quand même qui ont fait les premières politiques. Mais enfin, eux, c'était une politique de drogue. La Grande-Bretagne a fait une politique de santé face au sida. Et ce qui était très important dans cette politique, c'était d'aller au-devant des usagers de drogue sur le terrain pour aller rejoindre des usagers qui n'étaient pas dans les institutions. Voilà. Donc, on peut passer à… Bon, je crois que j'ai fini là-dessus. Hein. On peut passer à la suivante. Donc, la suivante, c'est le bus des femmes. C'est la première action, c'est une recherche-action participative qui a été, comment dire, à l'initiative des femmes de la rue, en particulier de la rue Saint-Denis. Donc, c'est le produit d'une négociation parce que les épidémiologues du centre OMS-SIDA avaient pour charge de faire d'évaluer les risques liés à la prostitution, les pratiques prostitutionnelles, enfin bon, et n'avaient pas réussi à faire cette enquête. Ils ont fait plusieurs tentatives. Bon, il y a eu quand même quelques résultats, mais dans la rue Saint-Denis, les femmes, les deux enquêtrices ont rapidement été éjectées. Et Lydia Braggiotti, là, c'est la femme qui est juste à l'extrême droite, a eu l'idée, voulait faire de la prévention dans la rue Saint-Denis, et elle a eu l'idée de proposer de négocier avec les chercheurs cette recherche qui permettait de mener l'enquête épidémiologique sur le sida, mais qui ne se limitait pas au sida, qui prenait en compte l'ensemble des problèmes de santé des femmes. Et ces problèmes de santé, ils étaient énormes, parce que les femmes n'avaient pas la sécurité sociale. Donc, elles payaient elles-mêmes les traitements, les médicaments, voilà. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cette prise en compte de l'ensemble des problèmes que les femmes ont accepté de contribuer à cette recherche-action. Donc, elles ont vraiment été des actrices clés de cette histoire. Je dirais que pour moi, le bus des femmes, bon, d'abord, c'est une action dont je garde, c'est une action de mobilisation tout à fait extraordinaire. C'était la première, c'est pas tout à fait la première, il y en a eu une avant à Lyon, sans remonter, disons en tout cas depuis le sida, c'était la première. Et
d'abord, c'est très fort, une mobilisation collective et une recherche collective. Hein. J'avais un groupe de recherche avec des femmes et on discutait pied à pied sur comment on pose les questions, comment on interprète ce qui a été dit et ce qui a été écrit. Enfin bon. Et puis, pour moi, c'est vraiment la découverte sur le terrain de la réduction des risques. C'est-à-dire, comment dire, c'est-à-dire prendre en compte les besoins immédiats sans exiger que les femmes renoncent à se prostituer. Parce que les services sociaux spécialisés, l'association d'Uni par exemple, pour elles, distribuer des préservatifs, c'était inciter à la prostitution. Il fallait d'abord que les femmes pas se désintoxiquent, excusez-moi, que les femmes renoncent à se prostituer pour avoir une aide, un hébergement, etc. Donc, voilà, c'est un boulot. Je n'avais pas le terme réduction des risques parce que je ne connaissais pas cette politique anglaise encore. Je l'ai connue en 92, donc 2 ans plus tard, mais je l'ai expérimenté avec elle sur le terrain. Donc, je dirais, oui, nous avons fait de la réduction des risques, comme M. Jourdain de la prose, avant d'avoir le cadre théorique, en fait, de cette nouvelle politique, avant de savoir que c'était une politique de santé. Voilà. Voilà, on va peut-être passer à la suite. Voilà. Bon, donc, ben, bon, c'est comme ça, hein, face au sida, il y a 2 figures traditionnelles de la femme qui ont surgi. La mère est la prostituée, la maman la putain, hein, on ne peut plus traditionnel. Et c'est aussi une conception assez traditionnelle de la santé publique au départ, parce que ces études ont été menées au nom de la santé publique, c'est-à-dire non pas pour les femmes elles-mêmes, enfin elles ont pris leur place progressivement là-dedans, dont les prostituées, je viens de le raconter, mais en fait, ce qu'on appelle santé publique, c'est pour la prostitution, c'est la protection du client, surtout qu'il n'attrape pas le sida, et pour la mère et l'enfant, c'est d'abord la protection de l'enfant. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études médicales sur comment éviter la contamination. Bon, on sait le faire là maintenant, hein, mais on a appris à le faire à ce moment-là, avec des études qui ont été menées dans les pays anglo-saxons. Comme d'habitude, la France a été en retard d'un train, mais enfin quand même, des médecins s'y sont mis. Mais il n'y a pas eu de recherche sur l'usagère qui n'est ni mère ni prostituée. Donc, et pour les personnes qui se prostituaient, les femmes comme les garçons et les trans, ils se sont mobilisés pour leurs droits, pour la reconnaissance de leurs droits, parce que j'ai oublié de le dire, tout ça repose quand même sur une nouvelle conception de la santé publique qui a été promue par la lutte contre le sida et qui repose non pas sur l'autorité médicale, mais sur comment dire, la responsabilité individuelle et collective, et qui est associée à la reconnaissance des droits, en commençant bien sûr par le droit à la santé. Tout le monde doit pouvoir protéger sa santé. Bon. Donc, je dirais que la réduction des risques, au fond, sa plus grande réussite, c'est que des personnes elles-mêmes s'en sont emparées. C'est plus que la politique publique, c'est le fait qu'il s'agisse des travailleurs du sexe, pour parler dans les nouvelles approches, ou qu'il s'agit de l'usage de drogue, ce sont les personnes elles-mêmes qui se sont saisies de ces outils. Et ça, c'est quelque chose ce qui me réjouit, voilà, quelles que soient les limites de la politique actuelle qui me désolent. Voilà. Parce que, juste, je terminerai là-dessus, mais ni pour les usagers et usagères, la loi qui régit l'usage, la loi de 1970 n'a pas été modifiée, et puis pour les femmes prostituées, eh bien, leur situation n'a cessé de se dégrader, en particulier à partir de 2003. D'ailleurs, l'association Femmes Publiques que nous avons créée, c'était d'abord pour protester contre la loi de sécurité. Elles n'étaient plus un problème de santé publique, parce que le sida la menace du sida ne faisait plus peur, et comment elle était contenue, enfin bon, donc elles étaient devenues uniquement, elles et l'île, étaient devenues uniquement des menaces pour la sécurité. Voilà.
Alors ensuite, voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé quelques dates parce que je pense que l'histoire de la réduction des risques est très, très mal connue. Mais disons, pour introduire le rôle des femmes dans la réduction des risques, il a été moteur. Il a été moteur déjà indirectement. Les femmes usagères de drogue, ça a été enceinte, ça a été une prise de conscience du côté médical. Mais à part ça, les femmes ont été actives. Alors d'abord, les femmes politiques ont été actives parce que les mesures qui ont été prises ont toujours été prises par des femmes politiques. Alors d'abord, Michel Barzac, en 87, la première mesure de réduction des risques par la vente libre des seringues, ça a été important. Cette histoire-là, parce que la moitié des injecteurs ont spontanément renoncé à partager leurs seringues, comme le montrent les études d'évaluation. Et puis, la personne la responsable politique qui a mis en place le dispositif de réduction des risques, c'est Simone Veil, en 1994. Ce qu'elle a fait en suivant les conseils du professeur Henrion, qui a dit qu'il y avait une urgence de santé publique et qu'il fallait distribuer des seringues, légaliser les traitements de substitution. Alors, malheureusement, c'est un dispositif qui définit le risque uniquement par le risque infectieux. Bon, ça, je voudrais le signaler au passage. Hein. Réduire les risques infectieux, c'est purement médical. Réduire les risques liés à l'usage, c'est beaucoup plus large. En plus, ça comprend toutes les drogues, pas seulement l'injection, et pas seulement les... Donc, bon, ça a été aussi une longue bagarre, mais enfin maintenant, officiellement, la réduction des risques porte sur toutes les addictions d'ailleurs. Alors donc les politiques, je reviendrai. Et puis à part ça, nous les pionnières, on a été très nombreuses, les femmes qui se sont investies dès le début dans les projets expérimentaux, dans les programmes d'échange de seringues, dans la santé communautaire, les prescriptions médicales, l'accompagnement, ça serait ma traduction, je ne sais pas comment ça se traduit, care, le mot anglais. Hein. Je pense que cet investissement, il est lié au fait que on est des femmes et que les femmes, spontanément, sont plus nombreuses à savoir nouer des alliances avec les gens qu'elles aident ou qu'elles soignent. Donc, ça correspond à leur pratique spontanée. D'ailleurs, c'est ce que me disait Malika Tagounit, qui a fait partie de ces pionnières. Et elle me disait, moi, parce qu'on échangeait tous, on disait, bon, ça nous a complètement bouleversés. Quand on a découvert cette façon de penser, c'était vraiment nouveau. Ça a complètement changé notre façon de voir collectivement. Et Malika disait, non, moi j'ai toujours fait de la réduction des risques. Comme M. Jourdain fait de la prose, pour moi c'était spontané. Répondre aux besoins immédiats des gens, sans exiger forcément qu'ils se désintoxiquent, ça me paraît tout à fait logique. Voilà. Alors donc, juste je rappelle les dates. Hein, donc les expérimentations, c'était 1990-92. Ça a continué après, mais enfin, disons que en 93, on a créé le collectif interassociatif Limiter la casse. Ça a été un moment d'exaltation pour nous. Je pense que c'est lié au fait que pour la première fois, on parlait librement. On ne s'est plus senti isolé dans notre façon de penser. On a pu échanger avec des gens qui pensaient des choses qui étaient très proches ou en tous les cas, on pouvait discuter. Donc, je ne sais pas, il y a eu un moment d'exaltation collective qui nous a donné beaucoup de force. C'est quand même un mouvement social, limiter la casse. Il est très ignoré, mais enfin, disons, ça a été très marginal, mais ça a bouleversé la façon dont on conçoit le soin et le soin et la prévention pour les usagers de drogue. Donc, ça a complètement bouleversé les pratiques et le dispositif lui-même. Hein. C'est-à-dire, le toxicomane, c'est devenu incorrect parce que c'est maniaque du toxique. Non, c'est un usager de drogue. Bon, en plus, on a choisi ce terme d'usager de drogue parce qu'il est international et puis que sans le mouvement international, on n'aurait pas existé. Hein. C'est quand même grâce à une mobilisation internationale qui s'est diffusée en même temps que les conférences parallèlement au sida, mais dans le même mouvement. En fait, on fait partie des héritiers de la lutte contre le sida. Voilà. Alors, je voudrais dire encore une chose.
En 1995, c'est un dispositif expérimental parce que pour Simone Veil, il y avait un gros problème qui était l'obstacle principal, c'était qu'on ne peut pas à la fois distribuer des seringues d'un côté et interdire de s'en servir de l'autre. Donc la pénalisation est un obstacle à la réduction des risques. Elle a raison d'ailleurs. Bon. Et donc, elle a donné un statut expérimental à ce dispositif. Bon, le rapport Henrion n'a pas réussi à obtenir une dépénalisation de l'usage, mais a recommandé de mettre en place, de répondre en urgence aux problèmes de santé. Il y avait parce que mon dernier bouquin, c'est quand même la catastrophe invisible, hein, c'est-à-dire la faillite, enfin, bon, on ne sait pas combien il y a eu de morts, mais enfin, en tout cas, il y a une évaluation qui considère que de 1994 à 1999, avec les traitements Subutex, 40 000 morts ont été épargnés. Donc, si vous voulez, c'est des dizaines de milliers de morts qui se sont passées tant qu'on n'a pas adopté la réduction des risques. Hein. Voilà. Donc, en 1999, donc, ce dispositif expérimental, pour la première fois, a été évalué. Ça aussi, c'était une première dans le système de soins aux toxicomanes. Et on a eu des résultats miraculeux. On ne s'y attendait pas. La baisse de 80% des overdoses. Alors, je sais que les chercheurs me le discutent maintenant parce que, bon, mais cette baisse de 80% des overdoses, c'est sur la base des overdoses qui étaient collectées dans la voie publique par les policiers principalement. Et là, il y a 80% de réduction des overdoses. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'il y a une réduction de la mortalité que nous avons tous constatée sur le terrain. Les gens ont arrêté de mourir. Les usagers et usagères sont rentrés à l'hôpital, ils ont soigné leur sida et ils ont arrêté de mourir à la porte des hôpitaux. Bon, on n'a pas de chiffres là-dessus. Hein. Par contre, on a des chiffres sur le fait que le sida dû à l'injection n'est plus une menace. Il correspondait grosso modo, enfin à peu près à un tiers des contaminations au tout début des années 90. Et en 1999, enfin on a eu les résultats seulement en 2001, mais peu importe, en 2001, ça correspondait à 2%. Donc on est passé de presque un tiers à 2%. C'était plus un problème. Bon, ça n'a pas été très bon pour la réduction des risques, parce que si on n'était plus une menace, vous voyez, là, on a commencé à être contesté. Hein. Est-ce que c'était vraiment utile de continuer à distribuer des seringues? Mais bon. Et l'héroïne aussi a été contenue avec les traitements de substitution. Et aussi, je dirais, parce que la nouvelle génération des usagers avait vu la catastrophe des grands frères, hein, qu'est-ce qui se passait pour les héroïnomanes. Et ils se sont méfiés de l'héroïne et plus encore de l'injection. Bon, c'est une méfiance qui est en train de enfin, ça fait 3 générations, donc on oublie un peu cette catastrophe. Mais quand même, il y a eu la génération, disons, qui a commencé à consommer des drogues à la fin des années 90 et au début des années 2000, principalement dans le milieu festif. Bon, il n'était pas question de shooteuse ni d'héroïne. Voilà. Après, c'est encore une autre histoire. Voilà, donc on va passer à la suivante. Alors, ah oui, elles ont aussi joué un rôle dans l'autosupport. Bon, elles n'ont pas été, comment dire, elles se sont, enfin si, la première présidente d'ASUD, la première association d'autosupport par rapport au sida, a été d'abord présidée par une présidente, ce qu'on oublie toujours, parce que malgré tout, quand on sollicite, quand les médias sollicitent, ils sollicitent des garçons. Mais quand même, la première salle de shoot a été expérimentée en 1994 par Estelle Doll, qui était la présidente, je crois, enfin je ne sais pas quel était son statut précis, de l'association d'ASSU Montpellier. C'était une salle de shoot qui était autogérée uniquement avec des usagers. Bon, ça a été toléré, négocié avec le préfet et toléré. Mais enfin bon, ça a mal tourné et ça s'est arrêté. Il a fallu attendre 2016, donc 22 ans après, pour qu'il y ait la création de 2 salles de consommation qui, elles aussi, sont dirigées par des femmes. Parce que c'est pas seulement, si les femmes jouent un rôle là-dedans, c'est pas seulement parce que spontanément, elles adoptent des pratiques plus, comment dire, plus emphatiques, avec
tenant compte c'est aussi parce que c'est très difficile de faire des carrières avec une population très marginalisée, et donc les hommes, ça les intéresse moins. Voilà. Donc ils ont laissé la place. Enfin, pas entièrement, mais enfin, ils l'ont quand même beaucoup laissé. Voilà, donc c'est Estelle Doll, ah oui, ben, c'est pas grave, enfin, c'est celle qui est au milieu, là, qui tient fièrement le. Et je pense que les sourires que vous voyez là, ben, c'est l'euphorie des usagers qui découvrent que ils peuvent se faire entendre, qu'ils ont le droit de enfin que voilà, ils ont le droit d'exister, tout simplement. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de protéger leur santé, et ils sont, comme ils le disent très souvent, des citoyens comme les autres. Citoyens et citoyennes. Hop, on passe à la suivante, voilà. Alors, les besoins des usagères de drogue, le déni français. Alors, bon, j'avais d'abord mis un pourcentage beaucoup plus faible que je tenais d'un article qui datait de 2006, mais enfin, apparemment, là, maintenant, elles sont 20% dans les services de réduction des risques et de soins. Mais de toute façon, c'est un pourcentage qui est inférieur à leur pourcentage dans le milieu. Enfin, encore que ce pourcentage, on ne le connaît pas bien. On a des données épidémiologiques dans la population générale, hein. Donc on sait qu'elles consomment plus de médicaments psychotropes, presque autant de tabac et moins de drogues illicites. Bon, l'écart tend à se réduire pour le cannabis, mais bon, l'épidémiologie là-dedans, d'abord parce que comme les femmes sont plus stigmatisées, elles répondent moins aux enquêtes déjà, donc elles reconnaissent moins, elles affirment moins leur consommation. Et puis, ce pourcentage de 20%, ça masque c'est une moyenne, et ça masque des différences très importantes selon les sites. Parce que ce qu'on a vu quand même, c'est une chose qui est importante, c'est que dans les services où il y a un effort particulier qui est fait en direction des femmes, on leur offre un service qui leur convient, ben, elles se mettent à être beaucoup plus nombreuses. Alors que, bon, quand on ne fait rien, ben, elles sont nettement moins nombreuses. Alors, à part ça, comment dire, quels sont les besoins des usagères de drogue? Ben, c'est les mêmes besoins que toutes les femmes, hein. J'ai cité précarité menstruelle parce que je viens de découvrir que en Écosse, c'est considéré comme un besoin social et c'est subventionné par l'État, enfin, en tout cas par la région écossaise. Mais sinon, je ne vais pas le lister. Mais enfin, bon, une des choses quand même, c'est la protection contre la violence, bon, qui est particulièrement dure à vivre pour les usagères de drogue comme pour tout le monde, mais comme pour toutes les autres femmes. Mais disons, dans la grande exclusion, c'est une vie qui est violente. Alors, il y a des guerrières là-dedans, des femmes qui se battent, hein, mais bon, c'est quand même très, très dur. J'ai lu récemment une étude qui est faite par un ami, un psychiatre marseillais, qui montrait que les femmes mouraient dans la rue, mouraient beaucoup plus vite que les hommes. Et sinon, à part les besoins communs à toutes les femmes, il n'y a pas d'outils spécifiques pour les usagères. Et j'ai cité l'exemple du préservatif féminin parce que ce préservatif féminin, c'est le seul moyen pour les femmes d'avoir vraiment la maîtrise de la prévention. Parce que sinon, il faut qu'elles le négocient avec les hommes, qu'ils l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Enfin, donc, c'est toute une histoire. Le préservatif féminin, c'est quand même un outil extrêmement précieux. Et je me souviens d'une discussion, alors je crois que c'était à la DGS, je ne sais pas où c'était, mais dans une instance administrative qui a expliqué que ce n'était pas très bien de donner le préservatif féminin aux femmes qui se prostituent, parce qu'elles risquaient de ne pas le retirer à chaque fois qu'il y avait un client, et donc le client va se retrouver dans un micmac commun à tous les clients qui sont passés par là. Donc, pour protéger les hommes, mais la protection des femmes, ce n'était pas un sujet. Et ça m'a beaucoup choquée, parce que le préservatif féminin, oui, c'est un outil extrêmement précieux. Et on ne trouve pas, vous pouvez aller dans les carudes,
enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des Caraïbes qui l'offrent, en tous les cas, moi, je ne connais pas. Voilà. Alors, à part ça, oui, c'est un déni quand même français, mais ça, je vais le développer après. Donc, on va passer à la suivante. Alors, pourquoi ce déficit? Alors, bon, ma présentation n'est pas très claire sur ce que je viens d'écrire parce que j'ai lu le rapport qui a été fait, le rapport, j'ai même un peu contribué, Femmes et Addiction, là, le rapport qui a été fait par la Fédération Addiction avec les professionnels. Et j'ai retiré, disons, les questions, c'est une question qu'eux-mêmes se posent maintenant. Ça a été édité en 2016 hein, et ça a été fait sur la base avec des chercheurs d'un côté et avec des professionnels bon, pour essayer de… Et donc, ils ont donné des réponses à cette question. Bon, la première réponse, c'est le poids du stigmate, c'est-à-dire que la femme, l'usagère de drogue, consommer des drogues quand on est une mère ou quand on est enceinte, c'est une mauvaise mère. Dans la rue, c'est des femmes déchues, donc il y a un stigmate qui est très lourd et qui coûte très cher, parce que quand vous êtes stigmatisé, c'est aussi que, comment, enfin, pour les hommes, ça veut dire que ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous, hein. Personne ne viendra les défendre. Ça veut dire que les familles ne les soutiennent pas. Enfin bon, ça a des conséquences très précises. C'est pas seulement une peur c'est une peur dans la tête, bien sûr, mais pas seulement. Alors, une des interprétations qui est donnée, c'est qu'elles ont un accès limité aux services. C'est certain, puisque le pourcentage est moins important. Bon, est-ce que c'est comment dire, est-ce que cette absence, c'est un déficit? Ben, ça dépend parce que malgré tout, enfin, moi j'ai entendu des cliniciens dire qu'elles sont pires que les hommes. On dit aussi qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Bon, ça c'est une thématique qu'on développe beaucoup. Mais bon, j'ai lu par exemple un article très intéressant sur les services cannabis. Bon, elles sont moins nombreuses que les hommes dans les services cannabis. Mais on oublie, il ne faut pas oublier de dire, c'est dit d'ailleurs dans le travail qui a été fait, c'est que ceux qui sollicitent les consultations cannabis, c'est quand même en grande partie, j'ai oublié le pourcentage précis, mais des gens qui sont envoyés par la justice. Bon, et les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans la rue et elles sont donc moins interpellées que les hommes. Et donc, quand elles vont consulter, elles vont dans les consultations cannabis, c'est parce qu'elles ont une demande spécifique et spontanée, ce qui n'est pas le cas de la majorité des hommes. Bon, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand les services ne reçoivent la grande exclusion, ben, c'est une menace pour elles. Donc, elles ont raison de ne pas solliciter les services. Moi, je me souviens, enfin bon, c'était pas un CARUD, hein, c'était pas un centre de soins de réduction des risques, mais dans le dernier programme méthadone où j'ai travaillé, comme j'étais la directrice scientifique à Émergence Espace Redgap dans le 13e, bon, on accueillait des usagers en grande exclusion et ça a été très mauvais pour ceux qui ne l'étaient pas et pour celles qui ne l'étaient pas. Parce que ben, du coup, elles se sont remises, enfin, je pense à une femme en particulier, bon, ben, elle a eu de mauvaises fréquentations. En tous les cas, ça s'est très mal passé pour elle après. Donc, bon, c'est pas évident. Le contact avec la grande, elles fuient les contacts avec la grande exclusion et elles ont raison de le faire. Voilà. À part ça, ce qui n'est pas tout à fait expliqué dans c'est que il y a quand même un refus français de toutes les réponses spécifiques qui sont incriminées de communautarisme. Alors avec ça, j'ai été confrontée dès 1989 quand j'ai fait la première étude sur les femmes et le sida. Ben, on disait, mais on ne veut pas faire des réponses spécifiques parce que ça va renforcer l'exclusion. Donc ça, c'est tout l'argumentaire français contre
l'identification des besoins spécifiques à des minorités. Voilà, bon, la lutte contre le sida a montré que si ces minorités ne se font pas entendre, eh bien, personne ne s'occupe. C'est ce qui s'est passé pour les usagers de drogue. Tant que les usagers de drogue n'étaient pas identifiés, que surtout on n'était pas associé au sida, ils ont été inaudibles. À partir du moment où ils se sont organisés, ils ont pris la parole. À limiter la casse, on l'a fait donc collectivement avec les associations d'autosupport, les soignants, les militants du sida qui étaient investis dans cette action. Et là, on a réussi à se faire entendre. Et ça ne s'est pas fait spontanément comme on aurait pu, comme Daniel Defer l'avait espéré en 1986 quand il a mené la première action de prévention en direction des toxicomanes, comme on disait à l'époque. Voilà, donc ça fait partie des traditions. Et d'ailleurs, ça se constate par le déficit de recherche, c'est-à-dire, disons que cette question des femmes et addictions, elle a émergé en France à la demande de l'Observatoire européen des drogues. Elle n'était pas si spontanée que ça. Et puis, maintenant, les professionnels sont sollicités parce qu'il y a un budget attribué pour ça. Et donc, on leur pose la question, du coup, ils s'y collent. Mais spontanément, ce n'est pas une question, ils ne l'ont pas fait spontanément. Voilà. Bonsoir. S'il vous plaît, je vous demande de couper vos micros pendant l'intervention, s'il vous plaît. Je vais du coup mute les gens. Alors comment je... Ouais, je vais juste couper les micros des personnes qui n'interviennent pas. Hop. Ok, c'est bon. Excusez-moi, Anne, on reprend tout de suite. C'est pas grave. Et il me reste combien de temps, en fait? Alors, il faudrait conclure assez rapidement. Voilà. D'accord. Bon, ben on va conclure assez rapidement. Donc, alors, il faut la suivante. Oui, l'outreach, bon, je l'ai déjà développé, hein, c'est aller à la rencontre des usagers et non pas, c'était un problème des CARUT parce que les CARUT, c'est les centres, c'est-à-dire des centres d'accueil et d'accompagnement, alors que la logique de la réduction des risques, c'est d'aller justement au-devant des usagers qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas présents dans les institutions. Donc, suivant. Alors, suivant, en fait, ça peut défiler assez vite parce que je pense que l'image est parlante. Ça, c'est le regard de Nan Goldin, donc photographe dans les années 70, qui a commencé dans les années 70, mais surtout dans les années 80, et qui a fait partie de l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes, de photographes. D'ailleurs, les photographes femmes sont assez nombreuses, elles ont un autre regard. Et comme elle le dit elle-même dans son journal, j'ai pas décidé de travailler, elle dit qu'elle n'a pas décidé de travailler sur le genre, ça s'est fait parce que c'était ses amis, et elle a photographié ses amis. Et c'était ce qu'elle vivait dans le New York des années 80 jusqu'à l'émergence du sida, qu'elle a accompagné aussi comme photographe parce que c'était ses amis. Voilà, donc là, je crois que sur le travail de genre, c'est assez explicite simplement cette photo. La suite, je crois que c'est, voilà, ça c'est aussi dans son, enfin je l'ai pris ces deux photos parce qu'elle les a mis face à face et que dans son journal, et que, ben oui, c'est la bascule de la façon de se voir, la façon de enfin, c'est une on voit ça, c'est le milieu des années 60, l'esthétique sur la gauche, et à droite, c'est à partir du moment où, comme elle le dit elle-même, d'ailleurs, elle a commencé à shooter des photos et à shooter de la drogue. Et ça, tout d'un coup, elle est rentrée dans un nouvel univers esthétique, un nouvel univers de perception, voilà, une exacerbation de la sensibilité d'ailleurs. Enfin bon, il y a eu une bascule à ce moment-là. Alors donc, les drogues et les femmes, c'est une très longue histoire. Ça commence avec la morphine, avec les femmes folles de leur corps, des femmes, comment dire, dans la toute-puissance féminine. C'est un mouvement qui est parallèle d'ailleurs aux suffragettes, mais bon, les suffragettes, c'est l'autre côté de
enfin, comment des féministes, c'est un autre féminisme, mais je dirais qu'avec les drogues, vous avez aussi la génération d'après, ça a été la garçonne, c'est celle qui revendique les mêmes plaisirs que les hommes, conduire sa voiture, prendre de l'alcool, fumer des cigarettes dans la rue et prendre éventuellement de la cocaïne, voire de l'opium. Et donc, il y a toute une histoire sur laquelle j'ai travaillé. Et bon, c'est une histoire que. Et à partir justement des photos, enfin des images, quoi, parce que les images sont vraiment parlantes. Alors, quand j'ai présenté cette image et cette histoire l'histoire des drogues et des femmes, je l'ai présentée à Lyon dans un contexte, un atelier où on travaillait justement sur les femmes et l'addiction. Et les professionnels m'ont dit, oui, d'accord, mais ça, c'est des artistes, c'est du tout, enfin, une petite minorité favorisée qui a un rapport particulier aux drogues, mais nous, les femmes qu'on rencontre, ce n'est pas celles-là, c'est des grandes marginales qui sont complètement à la dérive. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de terminer ce diaporama avec les squatteuses. C'est, voilà, hop, bon, voilà, la théorie, on la fera en discutant. Allez-y, on défile. Voilà, on va terminer. Ça, c'est un travail avec des femmes qui ont voulu se photographier elles-mêmes, enfin, qui se sont photographiées elles-mêmes avec l'aide de Madame Dehay, qui est photographe, et enfin, qui est une artiste. Et on a fait ce travail avec des squatteuses qui sont donc pas, qui font pas partie du tout Paris, mais qui néanmoins sont des femmes, des guerrières, des femmes qui se tiennent et qui ne sont pas à la dérive. Enfin, du moins, elles sont sur le fil du rasoir, hein. Elles peuvent être sur le fil du rasoir, mais quand même, il y en a qui se tiennent. Voilà. Merci beaucoup, Anne. C'était super intéressant. Maintenant, il y a un temps de questions qui est prévu. Ok. Donc, allez-y. Alice, tu veux peut-être commencer? Alors oui, déjà, je vais commencer par dire que c'est très difficile de faire de l'éducation populaire et du participatif en numérique, mais c'est quand même l'objet de cette conférence, c'est que ce soit le plus participatif possible. Donc, n'hésitez pas pour ceux et celles qui n'osent pas forcément prendre la parole directement à vous servir du chat. Je pourrais directement donner les questions et puis surtout rappeler que voilà, on n'a pas besoin d'avoir des savoirs universitaires ou issus du terrain pour prendre la parole. Il faut juste avoir des questions à poser, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, moi, j'en ai plein parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais peut-être patienter quelques secondes. N'hésitez pas, je vous rappelle à le mettre dans le chat si vous n'avez pas envie de prendre la parole directement ou alors à désactiver votre micro et peut-être ouvrir votre caméra. Non, j'ai une petite question pour lancer les… Et puis, comme on avait prévu que je fasse l'avocat du diable, autant que je le fasse maintenant. Et puis, voilà, c'était très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup, c'est vraiment l'intérêt de remettre ça dans une histoire, parce qu'on en a l'impression sinon que tout apparaît, tout est apparu hier, alors qu'il y a une histoire qui est très importante et qui donne du sens. J'ai juste une petite question et remarque, c'était par rapport au tout début du mouvement de la réduction des risques, donc limiter la casse au tout début. Alors moi, j'étais un peu à aide dans les années 90, et donc je me souviens aussi que quand on dit effectivement c'est le mouvement de la réduction des risques est un peu héritier du sida, mais en même temps, les relations entre le monde du VIH et le monde, pour synthétiser, pour caricaturer, hein, et les premiers mouvements un peu qui s'appelaient toxico d'ailleurs, c'était pas simple, hein, c'était pas simple du tout, du tout, du tout. Et donc et c'est vrai qu'il y avait plutôt
il y a une sorte de soulagement qui s'est fait d'ailleurs quand il y a eu à Sud, quand ça a un peu décollé, que ça s'est un peu autonomisé parce que c'était un peu compliqué quand même. C'était un peu compliqué. Non, mais effectivement, c'est compliqué, il n'y a pas de doute. Hein. Et d'ailleurs, je pense que les associations SIDA qui nous ont aidés, donc d'abord AIDE, le tout premier, mais aussi à part, par exemple, c'est parce qu'ils étaient assez contents que les drogués, on leur lâche un peu les baskets, quoi. Parce que la gestion, c'est pas évident, hein, c'est pas évident les drogués réunis dans une salle, c'est pas du tout évident. Hein, c'est un travail collectif à faire aussi bien de leur côté que du côté des gens qui proposent cette salle ou des gens qui coexistent. La coexistence. Enfin, moi, je dirais que j'ai consacré ma vie à une question, c'est comment coexister avec les drogues. Et c'est parce qu'on constate que ce n'est pas facile, qu'effectivement, alors maintenant, je pense que c'est un apprentissage des deux côtés, hein, surmonter les préjugés, mais en même temps, pas être idiot et savoir qu'il n'y a rien de simple dans l'histoire. Je me souviens de Daniel Defer, qui est venu aux États généraux on n'a pas fait beaucoup d'actions, mais on en a fait une importante pour nous, qui sont les États généraux en juin 1994. Et je me souviens d'Aniel Defer qui est allé dans l'atelier les relations entre alors, je ne sais pas comment ça s'appelait, si c'était famille ou en tout cas, il y avait les conjoints. Et lui, il venait parce qu'il avait un amant qui prenait des drogues et qu'il était bien dans la merde. Voilà. Et je veux dire, il avait presque les larmes aux yeux en sortant. Voilà, pour la première fois, il a pu échanger. Pour la première fois, entre eux, famille, amant, conjoint, partenaire, frère, tout ce que vous voulez. Ça a été discuté collectivement et donc il faut qu'on apprenne, c'est un apprentissage. Ça a été très violent l'héroïne parce qu'on a fait ça comme des sauvages en fait. Et d'ailleurs plein de gens sont morts. On ne meurt pas obligatoirement de l'héroïne. La question c'est comment on le fait. C'est comme l'alcool, hein. On ne meurt pas obligatoirement de l'alcool, mais il faut quand même apprendre quand est-ce qu'on boit. On ne se réveille pas le matin en buvant 1 litre de vodka parce que ça, c'est très mauvais, quoi. Donc, il y a un apprentissage Et là-dessus, je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans mon intervention, je pense que les femmes ont des processus d'autocontrôle qui sont meilleurs que les hommes. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi moins nombreuses dans les services. Ce n'est pas qu'elles ne se soucient pas de leur santé, c'est au contraire qu'elles, spontanément, elles prennent plus soin d'elles-mêmes que les hommes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, poser des questions? Il reste encore quelques minutes. Moi, je veux bien poser une question. Je me demandais, on a beaucoup parlé du modèle français. Vous avez notamment dit que c'était un modèle qui était assez aveugle aux différences, qui se voulait très universaliste en fait. Et je me demandais ce que vous pensiez du modèle, par exemple, canadien, qui se veut beaucoup plus communautaire, beaucoup plus axé sur les différences, avec voilà, des structures dédiées aux personnes transgenres, des structures dédiées aux femmes, des structures dédiées aux personnes homosexuelles, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le modèle communautaire a aussi ses écueils ou que ça constitue une meilleure réponse aux difficultés de prise en charge qu'on constate en France? En ce qui me concerne, je me suis beaucoup inspirée des approches communautaires. Hein. Je veux dire, bon, je dirais, déjà comme sociologue, parce que quand j'ai été aux États-Unis et que j'ai découvert l'école de Chicago des années 20 avec enfin, les réponses communautaires, pour eux, c'est comme ça qu'on peut s'intégrer. Enfin, pour eux, c'est se construire, devenir américain, c'est d'abord connaître ses racines, s'affirmer en tant que tel, profiter des solidarités de la communauté pour construire sa place dans la. Donc voilà, moi je fais partie des séparatistes, hein, je pense.
Bon, maintenant, je pense que le comment faire, c'est déterminant. Pour moi, effectivement, je me suis beaucoup inspirée, enfin, pas seulement, le mouvement de la réduction des risques s'est beaucoup inspiré des pratiques anglo-saxonnes. Ça a été quand même, c'est eux, enfin, on a pratiqué l'autosupport, c'est communautaire. Voilà. Ça ne s'est pas fait simplement d'ailleurs, hein, parce que je pense avec Fabrice Olivet, qui a été président d'ASSUD et qui a travaillé à ASSUD tout au long de ces années, au départ, il était plutôt universaliste. Il voulait qu'à Sud, ça soit tous les usagers de drogue. Et donc tout le monde, parce que tout le monde est usager de drogue. Il y a ceux qui fument des cigarettes, enfin, avec l'addiction, on est tous... Bon. Donc, d'ouvrir largement. Mais le problème, c'est qu'à Sud, il y a toujours eu les injecteurs, les consommateurs d'héroïne, et Technopus, ils se sont créés à côté pour les drogues festives. Parce que la relation entre les... Parce que pour avoir envie d'aller à une réunion, il faut avoir envie d'être... Il faut partager... Ce n'est pas une décision intellectuelle. Il faut avoir envie d'être avec des gens avec lesquels on peut s'entendre et avec lesquels ça nous enrichisse. Alors, ça peut être enrichissant que quelqu'un du mouvement techno partage quelque chose avec les junkies, mais enfin, justement, s'ils ne veulent pas être des junkies, donc ce n'est pas évident pour eux. Je veux dire, il faut, pour pouvoir créer une action, il faut qu'il y ait une appartenance culturelle ou sociale, ou, enfin, il faut qu'on se retrouve dans l'autre, quoi. Et donc, oui, moi, je suis communautariste, quoi. Bon, mais je pense quand même que c'est parce que je pense que ça nous aide à nous sortir d'impasse. Bon, après, les façons de faire, c'est déterminant. Ça peut être bien fait ou mal fait. Ça dépend si j'aimerais pas être enfermée à vie dans mes origines ethniques ou sociales. J'aime aller plutôt vers l'autre. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Mais enfin bon, on s'est beaucoup inspiré en France quand même des anglo-saxons. Voilà. Merci beaucoup. Anne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien une petite question, parce que s'il n'y a personne, mais c'est juste une toute petite question. Comme le mot a été prononcé, vous avez dit, maintenant, il y a la dictologie. Donc, ça a quand même beaucoup changé les choses, voilà, puisqu'il y a une médicalisation des usages, de tous les usages. Donc, ça aussi, est-ce qu'on peut considérer ça comme une sorte de continuité par rapport à cette histoire, ou est-ce que c'est un nouveau point de rupture? Bon, écoutez, je ne suis pas très au clair. En fait, j'essaye de travailler un peu sur cette question, mais je ne sais pas très bien. Enfin, disons que dans la réduction des risques, enfin, l'addiction n'est pas nécessaire, le concept d'addiction n'est pas indispensable à la réduction des risques. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue clinique? Ça, je ne sais pas très bien. J'essaye de le savoir, en quoi ça a changé la pratique clinique. Alors, quand je consulte les gens, je ne sais pas, le docteur Lebeau, qui est devenu addictologue, et il dit, mais en quoi ça a changé? Il m'a dit, mais non, c'est exactement comme tu le fais, t'inquiète pas. Voilà. Alors, effectivement, c'est l'intégration, enfin, c'est d'abord, c'est tenir compte des acquis des sciences neuro, voilà. Bon, ça, je veux dire, il y a des acquis. Bon, maintenant, l'application mécanique des sciences fondamentales à la pratique clinique, c'est pas du tout évident, hein. Ça, je crois que ça pose quand même pas mal de questions. Bon, la médicalisation, elle s'est quand même, d'un point de vue politique, elle s'est quand même accompagnée parallèlement, c'est pas eux, mais enfin, n'empêche, parallèlement par un renforcement de la répression, qui est avec la tolérance zéro des années 2003 à partir de Sarkozy, et avec une escalade répressive qui n'a pas cessé jusqu'à la contraventionnalisation. Donc, bon, ça, je pense que pour les pouvoirs publics, ça a été la possibilité justement
de maintenir cet équilibre instable entre la santé, qui normalement exige la dépénalisation de l'usage, et un dispositif qui reste répressif. Bon, les addictologues, en principe, ils ont pris position contre la loi ils sont pour la dépénalisation de l'usage. Hein, donc, dans la santé, il y a quand même un consensus là-dessus. Hein, bon, après, donc, je vous dis, je ne sais pas quoi répondre de plus que ça. Voilà. Merci Anne. Je propose qu'on dépasse encore de quelques minutes si ça vous va et qu'on prenne encore des questions. Il y a Jenny qui a levé la main. Donc, Jenny, je t'en prie, prends la parole. Oui, moi je me demande, cette première phase de réduction des risques, ces femmes, les protagonistes ou les groupes qui étaient dans le focus de politique, est-ce que ça c'était tous les femmes françaises ou est-ce que la nationalité ou la ethnicité a était une rôle importante, comme là maintenant, par exemple, dans beaucoup de pays, on parle un peu d'une manière raciste, beaucoup de fois que les femmes, les travailleuses de sexe sont de l'Europe de l'Est et ça... ouais, j'arrête ici. Enfin bon, ça, la question des appartenances, hein, et des appartenances ethniques, ou enfin, ça, c'est une question qu'on a, enfin, sur laquelle on a un déficit qui est bien pire encore que pour les femmes, hein, enfin, en tout cas, qui est tout à fait comparable. Et alors que dans les politiques de drogue, c'est clair, à cause de l'expérience américaine, hein, c'est clair que les sanctions portent sur les minorités ethniques et que c'est même international et que la France ne fait absolument pas exception. Moi, j'ai travaillé dans les années 80 dans les quartiers. Hein, je n'étais pas encore spécialiste des drogues, j'en ai fait un petit peu d'études déjà, mais de recherche à cette période. Mais je veux dire, c'était dans les quartiers, comme les jeunes des quartiers, ils étaient tous d'origine maghrébine, plus enfin majoritairement algériens, parce qu'on a une histoire particulière avec l'Algérie en France, et puis il y avait quelques blacks qui étaient à l'époque assez minoritaires, mais quand même. Donc c'était à la fois tout le monde le savait dans le système de soins, tout le monde le savait, on en parlait, mais il n'y a pas un seul article qui a été écrit sur la question, il n'y a pas de recherche, il y a un motus et bouche cousue, parce qu'en parler, c'était être raciste. Voilà, assigner les gens à une race. Donc, quand on a, avec Fabrice Olivet de Assud, lui et moi, on a essayé de dénoncer ce qu'on savait depuis toujours, c'est-à-dire que c'était les minorités, et en particulier les minorités issues de nos colonies, étaient les principales victimes de la répression. Bon, tout le monde sait. Je veux dire, c'est pas discutable. Alors après, évidemment, on peut entendre que, bah oui, s'ils sont réprimés, c'est parce que c'est des trafiquants. Hein. Voilà. Bon, donc il y a toute une discussion à mener là-dessus, mais enfin bon, c'est vrai que il y a eu, dans les tout premiers temps de la réduction des risques, il y a eu des gens des banlieues qui se sont mobilisés. Et moi et Fabrice et quelques-uns, on a fait un gros travail pour qu'ils prennent toute leur place dans le mouvement. Mais c'est vrai que ces premières expérimentations, elles ont été fragiles, elles n'ont pas toujours trouvé une relève. Voilà, et donc ça reste un problème. De toute façon, on ne peut pas faire à la place des gens. Il faut que les gens ils se mobilisent. Donc, il faut une bonne fois pour toutes, les gens qui se mobilisent sur les violences policières, eh bien, il faut qu'ils reconnaissent que ces violences policières s'exercent au nom de la lutte contre la drogue. Et c'est ce qui la justifie. Et que si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, ben on passe à côté du problème. Voilà.
Voilà mon point de vue sur la question. Merci. On a une question de Chloé qui demande, Anne, si vous avez déjà réalisé de la réduction des risques en milieu festif, illégaux ou légaux, ou si vous avez des connaissances sur la RDR en milieu festif, et si oui, est-ce que vous avez été témoin de pratiques, situations ou fréquentations liées à la RDR sous le prisme du genre dans ces environnements festifs? Voilà. Alors donc, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé, enfin, j'ai pas travaillé dans le milieu festif. J'ai des amis qui y sont. J'ai accompagné Pascal ou des gens qui soit avec Médecins du Monde ou avec Technoplus. Technoplus, je suis très fière parce que les créateurs de Technoplus, ceux qui sont à l'origine, se considèrent comme les héritiers de la réduction des risques. Hein. Voilà, donc j'ai une alliance solide avec eux. À part ça, moi, personnellement, mon expérience des drogues, elle était plutôt du côté festif, même si ça a dégénéré. Donc moi, je veux dire, les drogues psychédéliques, ça m'intéresse personnellement beaucoup plus que l'héroïne. Mais enfin, bon, donc déjà, j'ai un point commun avec eux là-dessus, une rencontre possible avec eux là-dessus. Bon, mais je n'ai pas d'expérience de recherche ni d'expérience d'action que j'ai menée. Je me suis contentée d'apporter mon soutien autant que possible aux autres. Après, ce qui est intéressant dans cette histoire, du point de vue des genres, justement, c'est qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Ça, c'est quand même une question qui est intéressante. Je veux dire, de ce point de vue-là, le milieu festif, a priori. Alors, on a essayé de traiter de cette question dans une émission de radio libertaire, qui nous avait invités pour justement discuter de la question des femmes dans le mouvement associatif sur la question des drogues. Et donc, la présidente, je crois qu'elle a été présidente, je ne suis pas sûre, enfin, en tout cas, quelqu'un qui était militante à Technoplus est venu. Mais alors que dans le cannabis, il y avait des relations assez inégalitaires, la militante qui était là, Fabienne, elle disait que bon, c'était quand même les hommes qui occupaient toute la place. À part dans le thérapeutique, où là, au contraire, elle s'est retrouvée plutôt seule. Donc, oui, enfin, je dis les pionnières, oui, mais enfin, ceux qui ont pris la parole, en général, enfin, moi, j'ai été présidente, alors je ne peux pas me plaindre, mais en général, les gens qui ont pris la parole, c'est plutôt les hommes. Voilà. Donc, on a parlé de ça, mais la fille de Technoplus, j'ai oublié son prénom, désolée, mais elle disait que les relations étaient égalitaires. Voilà. Alors bon, on l'a regardée, elle était plus jeune, on a dit oui, ben oui, elle était plus jeune que nous, donc on a soupçonné un peu de déni, mais c'était son expérience en tous les cas. Ok, on a Laurence Lamarche qui demande, vous avez parlé des trans qui se sont joints à la lutte avec les femmes, pouvez-vous développer davantage? Enfin, c'est pas qu'elles se sont jointes à la lutte avec les femmes, c'est-à-dire qu'à peu près en même temps, il y a eu le bus des femmes et quasiment en même temps, il y a eu le bus des trans. Donc, ça s'est fait parallèlement avec des communautés, des appartenances communautaires qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, dans la rue Saint-Denis, il n'y avait pas de trans. Hein. Il y en avait, en fait, on s'en est rendu compte après, mais il n'y avait que des femmes, quoi, en principe. Et bon, la voie de Boulogne, c'est plutôt les trans, ou enfin, il y a des femmes aussi, mais bon, c'est pas le même réseau, quoi. C'est pas le même réseau social, c'est pas tout à fait les mêmes pratiques, c'est pas exactement les mêmes questions. Et il y a besoin de groupes minoritaires pour justement, comme dans la logique de l'école de Chicago, pour prendre de la force, se construire soi-même, pouvoir s'affirmer et pouvoir aller négocier après avec les autres, quoi. Et donc, bon, après, je vais dire, bon, il s'est trouvé, après le bus des femmes, au cours des années 90, il y a eu des associations qui se sont créées. Bon, il y a l'association
Caribia, bon, je ne vais pas réussir à le dire, à Lyon, qui a fait un travail exceptionnel de santé communautaire. Mais bon, la présidente, à un moment donné, c'était une trans. France Prostitution, la présidente, c'était une trans. Bon, voilà, donc, ça a souvent été des trans qui sont... C'est comme si on avait besoin d'hommes, quoi. Même dans les milieux de femmes. On en avait discuté avec Lydia de cette question, justement. Voilà. Après, le concept de travail du sexe qui a émergé de ces mobilisations de travail sexuel, il regroupe tout le monde. Hein. Mais bon, il faut que, pour se regrouper, il faut déjà être assez fort. Il faut déjà avoir trouvé sa propre... il faut déjà être retombé sur ses pieds, savoir au nom de qui on parle, qu'est-ce qu'on a à défendre. Enfin, bon. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez soit écrire dans le chat, soit prendre la parole spontanément. Moi, j'avais peut-être une dernière ou avant-dernière question, Alice, si tu voulais... Oui, alors moi aussi j'avais peut-être une petite question. Ce que vous dites, Anne, moi ça fait beaucoup écho à surtout à ma pratique en tant qu'animatrice de prévention dans la rue et auprès des collègues soignants et soignantes. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement toute la partie sur l'identification des minorités, sur cette question de communautarisme ou pas communautarisme, parce que c'est vrai que de mon expérience en tant que professionnelle en addictologie, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette volonté de ne pas faire de différence. Et je pense que c'est cette volonté-là de ne pas faire de différence qui, paradoxalement, elle est quand même, comme vous l'avez dit, la plupart des équipes de soins et de prévention, c'est à 80% des équipes féminines. Et ma question, ce serait, quels seraient vos arguments ou vos arguments pour pouvoir aider ces personnes de terrain, soignants et soignantes, à mieux identifier les besoins spécifiques de ces femmes et à avoir cette volonté de le faire. Et j'introduis du coup une deuxième question qui m'intéresse, c'est est-ce que du coup vous avez déjà essayé des espaces de non-mixité, soit pour faire remonter les besoins spécifiques, soit justement dans l'accompagnement. Oui. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir des moments de non-mixité. C'est déterminant parce qu'on ne parle pas de la même façon entre soi et quand il y a des hommes, bon, les femmes ne parlent pas de la même façon entre elles, et quand il y a des hommes, les trans ne parlent pas de la même façon entre eux. Voilà. Et ceux qui consomment des drogues ne parlent pas entre eux de la même façon des drogues qu'avec les soignants ou avec les policiers. Ce n'est pas pour confondre soignants et policiers, mais quand même, voilà. Donc il y a une réalité sociale, c'est une réalité sociale, ça, les appartenances minoritaires. Je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que comment faire pour aider les professionnels à sensibiliser je pense que, comment dire, enfin, disons que ça se fait d'abord beaucoup sur le terrain, dans la pratique, quoi. C'est-à-dire, ben moi, je connais les formations, je dirais, sur le mode artisanal, c'est-à-dire un compagnon enfin quelqu'un qu'on accompagne dans le travail, et on apprend les pratiques professionnelles comme ça. Bon, ça va pas assez vite quand on fait comme ça bouge. Enfin, peut-être c'est la raison pour laquelle. Mais enfin, quoi qu'il en soit, là, vous êtes quand même. Je vois que vous êtes quand même assez nombreuses. Enfin, ça a pris 20 ans ou 30 ans, mais malgré tout, la question du genre, c'est-à-dire les rapports sociaux en lien avec les rôles, enfin, il y a un moment donné, ça devient une évidence, quoi. Je pense, hein, je ne sais pas si toute votre génération elle est comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a suffisamment de. Enfin, je vois que vous êtes déjà un certain nombre, donc c'est rassurant pour moi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas répondre plus que ça. J'ai peut-être du coup une dernière question conclusive, sauf s'il y a des personnes qui se manifestent
brusquement dans le chat, quoi, mais vous parliez au début de votre intervention du fait que les pouvoirs publics s'intéressaient à ce qui était perçu comme dangereux ou menaçant. Vous parliez voilà, du sida, de l'héroïne, aujourd'hui du slam. Et en fait, du coup, ça interroge ce qui est perçu par les dirigeants comme un problème public. Et du coup, moi, à travers ma thèse, j'interroge cette question aussi, et c'est ce qui, selon moi, pourrait expliquer pourquoi les femmes et les personnes insérées socialement sont autant invisibilisées dans les dispositifs. Du coup, je me demandais, selon vous, quel pourrait être le déclencheur chez les dirigeants pour décider de ce qui constitue ou non un problème public, et du coup, pour faire progresser peut-être les dispositifs de réduction des risques, comment aller au-devant, en fait, de la constitution d'un problème public pour faire de l'outreach, justement, et aller vers des personnes qui ne sont pas déjà ciblées par les dispositifs. Oui. Enfin bon, c'est vrai que, comment dire, dans les politiques de la ville, je pense que c'est enfin, la question de comment coexister avec les drogues et avec ceux qui en consomment, c'est une question déterminante. Hein. C'est quand même bon. Je pense que mais c'est la sécurité là qui est le moteur. Après tout, est-ce que c'est vraiment utile que tout le monde soit pris en charge? Peut-être pas. Hein. Ce qui est utile, c'est que tout le monde ait accès à l'information. Donc, je pense c'est en développant quand même les outils, des outils de communication, des outils de... Enfin, on voit bien, par exemple, il y a, je pense, des sites d'information sur les drogues, comme Psychoactif, par exemple, un site qui relève d'une logique d'autosupport. C'est extrêmement précieux. Ça, c'est les gens, les femmes comme les usagers, ils y ont recours parce qu'ils ont une question, et puis à un autre moment, bon, ben, ils ne sont pas enfermés uniquement dans l'identité usage de drogue. Donc, est-ce que c'est vraiment utile, ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut attirer l'attention sur les trafiquantes de drogue? Bon, je trouve que c'est un sujet passionnant. Elles sont invisibles, elles ont peut-être des bonnes raisons pour le rester. Donc, je sais pas, c'est pas évident. Enfin, je sais pas. Là aussi, je sais pas répondre. Ça marche. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Alice, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, ben, déjà, merci beaucoup, Anne, pour tous ces apports-là. C'est super intéressant. Et ben, voilà, je ne sais que dire de plus, à part remercier tous les participants et participantes d'avoir assisté à cette conférence. Et peut-être que, Sarah, tu peux parler de la 3e journée qui se déroulera au printemps? Avec grand plaisir. Donc, en gros, en mai, il y aura une dernière journée, puisqu'il y avait 3 journées drogue genre ville. Une première journée qui s'était tenue le 22 octobre sur la notion de consentement lié au genre et à l'alcool, où j'étais intervenue, ainsi qu'Alexia Boucherie et Laurent Guessade, qui est parmi nous. La 2e journée, c'était donc aujourd'hui, et la 3e journée se tiendra en mai, se déroulera en anglais, sera normalement organisée par Jenny, qui est parmi nous également, Jenny Kunkel, et elle portera sur Festive Drugs et s'intéressera donc aux espaces festifs, au genre et aux consommations et au trafic de drogue. Voilà, donc évidemment, je vous invite à vous abonner à la newsletter afin d'être tenu au courant de la prochaine journée. Une fois que vous serez abonné, vous pourrez aussi recevoir le montage vidéo des conférences de l'après-midi et de la conférence du soir, ce qui vous permettra du coup de les revisionner bien tranquillement depuis chez vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été nombreux, merci pour vos questions, et puis j'espère vous revoir en mai. Merci beaucoup à vous. Donc, au revoir, merci Anne. Les prochaines séances, si vous pensez me mettre sur la liste, ça serait... Voilà. Avec grand plaisir, on vous enverra un lien pour vous abonner à la newsletter. Et puis, évidemment, merci beaucoup, Anne, d'avoir pris le temps de cette intervention. C'était extrêmement intéressant. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Merci, au revoir et bon appétit, bonne soirée.